Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast Pepe Garcia, journaliste high-tech, youtubeur, chroniqueur télé. Après avoir passé plusieurs années à travailler ensemble, Pepe Garcia a lancé sa chaîne YouTube en 2015. Il parle de produits audio, de voyages et de technologie en général. Et tout ça avec du matériel de tournage ultra léger. On va parler de l'évolution de sa chaîne, de ses méthodes de tournage et de montage, ainsi que de son amour pour le partage des connaissances. Bref, si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Pépé, comment ça va ? Eh bien, Florian, bonjour Florian, mais comment ça va bien ? Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. C'est une merveille d'être là. Franchement, la radio, c'est ce que je préfère parce qu'on ne me voit pas déjà. Donc c'est plutôt bien vu la tronche que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est pas possible. Mais je sais que t'es décoiffé, donc c'est mieux qu'il n'y ait pas la vidéo. Alors si ça commence comme ça, je peux te garantir que ton émission, ça va voler. Je vais te faire tourner tes roues de la fortune, ça va faire tout drôle. Bon Pépé, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans le podcast. Moi aussi. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, mais alors la Terre entière te connaît peut-être, mais je vais quand même te demander de te présenter pour la forme. Alors, la Terre entière me connaît pas. D'abord, faut le savoir. Donc, je pense que pour ces gens qui ont la chance de ne pas me connaître, je suis donc un journaliste. Je m'appelle Patrick Pierre Garcia et je travaille dans cette profession depuis plus de 20 ans. J'ai commencé par la presse papier, la presse high-tech, puisque je teste du matériel audio, vidéo, des trucs comme ça. J'ai commencé par la presse high-tech et puis après, j'ai rencontré une grosse équipe avec tout l'univers de 01net, BFM, RMC. C'était il y a déjà plus de 10 ans. C'est là que nous nous sommes connus, Florian, mais pas il y a 10 ans, mais enfin dans cet univers-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu plus de radio, j'ai commencé à faire de la télé. On a créé pour moi, j'en suis très heureux, la chaîne, l'émission Power que tu avais la joie de monter, de filmer, de cadrer avec beaucoup de talent et beaucoup d'humour et d'amour. Et entre-temps, j'ai été à Canal+ pendant 2 ans, Énergie pendant 3 ans. Enfin bref, je suis quelqu'un qui est très heureux. Et j'ai monté il y a maintenant 5 ans une chaîne YouTube sur les conseils d'ailleurs de Florian Beaufreton et de Romain de la chaîne Tech News and Test qui m'ont dit vas-y, sois pas trop con, fais-le. T'as un gros bagage derrière toi, t'as énormément d'expérience et tu as tu as quelques spécialités quand même dans la tech. Tu parles beaucoup d'audio notamment. Tu fais quoi exactement ? Alors dans la tech, en effet, à la base j'ai une formation qui est plutôt mastering audio, mastering vidéo. C'est-à-dire que j'ai été formé déjà à la base moi en tant que professionnel sur les techniques audio et les techniques de mastering vidéo. Donc j'aime l'audio, j'aime la vidéo, donc je teste en effet des casques, je teste des intras, des baladeurs, je teste également bien sûr les téléviseurs, je fais du papier de fond sur le 8K, la 4K, toutes les nouvelles technologies, tout m'intéresse. Sauf en fin de compte, ce qui m'intéresse entre guillemets moyennement, c'est la partie informatique de cette profession. Tout ce qui est le matériel informatique m'intéresse beaucoup moins. Par contre, tout le reste, je suis sur une nouvelle techno, la 3D, même l'hologramme, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Ok. Voilà. Mais d'où te vient cette passion vraiment énorme pour l'audio notamment ? Je vais parler de l'audio parce que c'est vraiment là où on te connaît le plus, je pense. C'est depuis que tu es tout petit, en grandissant, tu as commencé à faire de la musique. Je sais pas, ça te vient d'où cette passion pour l'audio ? L'audio et le son, parce que l'audio et la vidéo sont liés. Il y a 2 choses qu'il faut savoir sur moi, mais qui sont des choses que j'ai depuis que je suis tout jeune, depuis mes premiers souvenirs. J'aime la musique et j'aime le cinéma. Donc, dans les 2 cas, c'est du son et de l'image. Moi, j'ai cherché pendant toute ma vie la meilleure façon de rendre hommage à la musique et au cinéma avec le matériel que je teste, avec mes connaissances qui ont augmenté au fur et à mesure des années parce que, au fur et à mesure, tu apprends, tu as de l'expérience sur l'audio, sur la vidéo et tout ce qui me guide à chaque fois quand je teste un téléviseur, quand je teste un vidéoprojecteur, quand je teste un casque, quand je teste une box internet ou n'importe quoi, c'est comment est-ce que je vais avoir ma musique et comment je vais avoir le mieux possible l'image du film que j'aime. C'est la base de toute ma réflexion. C'est ces 2 points-là. Voilà. Okay. Après est venu le gaming, tout ça, parce que je suis également quelqu'un qui s'intéressait très rapidement au gaming, et aussi la façon de retranscrire parfaitement une image sur 60 fps. C'est la même chose. Selon ce que je me rappelle de toi et de ta carrière, tu as été un petit peu DJ aussi, non ?
Ah ouais, non mais ça fait partie du truc. Merci Florian. Ça fait partie du truc. On se connaît trop bien, c'est pas bon. Merci Florian. Oui, en effet, étant donné que j'ai toujours aimé la musique très jeune, mais alors très très jeune, hein, j'étais pas du tout majeur. J'ai commencé à travailler un petit peu au black dans des boîtes de nuit. J'étais engagé, en effet, après dans une boîte de nuit une grande boîte de nuit qui était à Cabourg, sur la côte normande. J'ai travaillé pendant des années, pendant que j'étais déjà en train de faire ma carrière de journaliste à Paris. J'allais la boîte de nuit le week-end et la carrière de journaliste à Paris. À un moment donné, bon, j'ai arrêté parce que j'étais fatigué et puis parce que bon, je commençais à avoir un décalage avec le public. Quand tu dépasses 15 ans et demi en tant que DJ, non, je t'es décalé avec la clientèle. Donc, et puis j'avais trop de boulot à Paris, quoi, tu vois. Donc, mais j'ai gardé tout ça, la sonorisation, la prise de son. Mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le mastering vidéo. Enfin, je veux dire, le truc où je peux aller voir des étalonnages de films et autres, comme je peux le faire pendant des reportages à Los Angeles. Ça me passionne vraiment. Ou la prise de son. Voilà. Ok. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui rêvent ou qui rêveraient de faire ton métier et ils se demandent mais comment on fait pour faire ton métier? Comment tu as appris? Est-ce que tu as fait des études spécifiques? Comment tu as développé toutes ces connaissances? Bah d'abord, ça prend du temps parce que bon, les gens me voient pas, mais je suis quand même quelqu'un qui est un cadre, donc c'est pas venu tout seul. Faut beaucoup de patience. Alors le début de ma carrière, je vais le faire très très vite. Et moi, c'est un coup de poker. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout à la base des études qui sont relatives à l'audio, vidéo, l'électronique autre. Par contre, c'est quelque chose que je faisais en dehors de mes études. C'est-à-dire, j'achetais tous les bouquins, je construisais des petits circuits électroniques, des trucs comme ça. J'étais un fan de ça en dehors de mon travail. Et je me suis dit bon, t'es un provincial, j'aimerais essayer d'être un journaliste à Paris, donc je suis allé taper aux portes à Paris, un truc qu'on peut plus faire maintenant, quoi. Je suis allé taper aux portes des magazines que je lisais et il y a une porte qui s'est ouverte. Il m'a dit bon bah voilà, t'as osé venir avec ta gueule de con, tu t'es pointé avec ta bagnole, t'as osé te pointer, tu nous connais bien, on va te filer du matos, tu testes le matos, t'écris les papiers et tu reviens nous voir dans 3 semaines. J'ai écrit les papiers, je suis revenu les voir, ils m'ont engagé. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé dans une boîte qui était formidable avec un patron qui est comme un papa, hein, qui s'appelle Patrick Verchères et qui lui m'a appris à être journaliste, à écouter le son et en même temps qui m'a laissé faire de la vidéo dans des revues, il n'en faisait pas. Donc j'ai commencé à tester des vidéoprojecteurs Tritube, des trucs comme ça. Donc je me suis formé sur le tas, en plus de tout ce que j'avais appris en étant plus jeune, en étudiant, en achetant tous les bouquins sur le son, sur la vidéo, sur les téléviseurs, tout ça, j'ai tout potassé. Et j'ai pu le mettre à profit et au fur et à mesure, j'ai pu progresser tout en commettant des tas d'erreurs techniques parce que quand tu peux pas être parfait, donc je sais que les débuts de ma carrière et même encore maintenant, je commets des erreurs, j'essaie de les corriger au fur et à mesure, on évolue. Okay. Mais j'essaie de faire au mieux pour essayer de faire le moins d'erreurs possible en vieillissant. Voilà. En vieillissant, mais du coup, je te pose pas la question de ton âge, Pépé, c'est ça? Je suis un cadra. Je veux dire, je suis pas un quinca. Je ne capte plus. Il y a un tunnel. Je pense qu'il y a un tunnel. Mais oh là là, mais il y a des tunnels incroyables actuellement. Non, mais que veux-tu que je dise de ça? Attends, je te pose ma prochaine question. Tu vas sortir du tunnel, t'inquiète pas. Vas-y. Il y a quelques années, tu as lancé ta chaîne YouTube. Et si tu devais faire un bilan de ton aventure YouTubesque jusqu'à maintenant, ce serait quoi? Ça serait quoi? Je suis très heureux. Et en même temps, j'ai découvert un monde qui me stresse plus que ne me stressent les médias. C'est-à-dire que autant... pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Quand tu es dans un média, tu le sais bien. Enfin, tu n'as peut-être jamais été devant l'écran, enfin devant la caméra dans un média comme Canal+ ou Énergie, voilà. Quand tu es toi un animateur, un journaliste, que tu es devant une caméra à Canal+, ce qui se passe, c'est que tu es dans une émission. Ton émission, toi tu en fais partie, mais tu n'es pas l'émission. Donc s'il y a des haters, s'il y a des rageux, ils vont en général se déchaîner sur l'émission, ils vont se déchaîner sur toi, mais tu es englobé dans l'émission. Tu te le prends pas en direct. Quand tu crées ton écosystème, quand tu crées ta propre chaîne YouTube, tu n'es pas dans un média qui est un autre média. Tu n'es pas à 01, tu n'es pas à BFM Business, c'est ta responsabilité. Donc moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, comme je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, j'ai découvert que certains commentaires qui me faisaient moins de mal, entre guillemets, sur Canal+, ou sur Énergie ou chez 01net, pouvaient me toucher énormément sur ma chaîne YouTube. Et j'ai du mal à prendre du recul avec ça, ça m'a mis beaucoup de temps. Et vous le savez, que ce soit Romain ou toi, vous savez que je suis quelqu'un qui a eu du mal à gérer ce truc parce que fonder une chaîne YouTube c'est sympa, on se rentre dans la fosse au lion, tout le monde le sait. Il y a des commentaires qui sont fabuleux, qui te donnent vraiment des ailes, qui te font décoller, qui te poussent à progresser. Et dans les 100 commentaires, tu en as peut-être 2 qui vont se pointer, qui vont tellement être méchants, tellement être
odieux qui vont t'abattre et presque te faire oublier que tu en as eu 98 qui sont bons. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant des années pour ne plus que ça me touche. Et donc maintenant, j'y suis à peu près arrivé, même si j'ai encore des commentaires qui sont dramatiquement insultants et qui n'ont rien à voir en plus avec mon travail. C'est-à-dire quand on m'attaque pas sur mon boulot, on m'attaque sur mon physique, sur mon âge, des trucs comme ça. C'est absolument abominable. Mais je me suis blindé. Mais ce que j'ai découvert avec cet univers, c'est que je pouvais créer à ma façon. Tu vois, Florian. C'est-à-dire que je pouvais vraiment faire ce que je voulais, on va en parler tout à l'heure, comme je le voulais. J'ai découvert qu'il y avait une communauté qui était capable de me suivre très rapidement. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a super ému de voir que des gens qui me connaissaient sur Power 01, donc avec toi ou sur Énergie ou autre, m'ont suivi assez rapidement sur la chaîne. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et c'est pour eux que je bosse comme ça. C'est pour ces gens-là qui méritent que je me crève pour essayer de pondre, si possible, les vidéos qui peuvent leur apprendre le plus de choses. Voilà, et essayer d'oublier toute une partie de commentaires qui sont moins marrants, mais auxquels tous les youtubeurs ont affaire avec plus ou moins d'expérience et de recul. Moi, ça m'a mis du temps à prendre ce recul. Voilà, okay. J'ai découvert un autre monde que celui des médias. Mais au départ, c'est vrai que je me rappelle, tu avais peur que les gens ne s'intéressent pas à tes vidéos, que les gens ne viennent pas te voir, ou qu'ils trouvent ça nul, on va dire. Est-ce que tu as toujours cette impression, ou est-ce que maintenant tu es passé au-delà et que tu sais que tu as une communauté en plus assez active et passionnée avec toi? Enfin, comment maintenant tu le vois quand tu postes des vidéos? Alors au bout de 5 ans, tu vois, c'est vrai que j'ai cette communauté qui est vraiment, c'est ma richesse, hein, c'est vraiment mes petits loulous. Je les adore. Je réponds à faut savoir que je réponds à tous les messages sur Twitter ou autre avec la dictée vocale. La plupart du temps, j'essaye vraiment de leur répondre. Ou alors si je peux pas, je balance vers le Discord. Mais le truc, c'est que au risque de surprendre toi, mon petit Florian, et les gens qui vont nous écouter, j'ai toujours la même appréhension, la même trouille quand je mets une vidéo en ligne. C'est-à-dire que là, ce matin, j'ai mis une grosse vidéo, le test de la barre de son Sonos Arc, qui est quand même un gros truc, hein, la barre de son. J'avais autant la trouille et une barre dans le ventre, j'ai pas mangé ce matin, tellement j'avais peur de la mettre en ligne, parce que j'étais content de mon travail, et malgré tout, mon problème, c'est que j'ai peur de décevoir. Donc à chaque fois, je fais le maximum pour essayer de pas décevoir, mais j'ai toujours cette appréhension de dire est-ce que les gens vont regarder, est-ce qu'ils vont me suivre, est-ce qu'ils vont comprendre ce que j'ai voulu dire. Même si j'ai 20 ans de métier, cette chose-là reste au fond de moi, et malgré ce qu'on peut penser, c'est mon moteur justement. C'est ce qui me fait me dépasser, ce qui me fait de la vidéo justement de Sonos Arc la semaine dernière, je l'ai annulée parce que je l'avais fini et je me suis dit non, c'est pas assez bien pour eux, et je l'ai recommencé cette semaine. Et je l'ai mise en ligne ce matin. C'est pour te dire à quel point je suis quand même un peu taré. Ouais, tu es très exigeant avec toi-même aussi. Je suis exigeant parce que je sais pas, ces gens sont... quand tu as 220 000 abonnés et que les gens, je pense qu'ils comptent un peu sur toi pour délivrer un contenu qui peut leur apporter un truc, est-ce que je me donne le droit de les décevoir ? Non, volontairement, je me donne pas le droit de les décevoir. Par contre, si je dis une connerie, ça sera parce que je l'ai fait passer, mais c'était pas quelque chose où j'ai pas fait mon travail. Donc, je préfère prendre le temps, essayer de leur donner le meilleur, même si à l'intérieur il y a des bévues, parce que je reste un être humain et il peut y avoir des conneries. Mais je suis exigeant parce que j'estime d'avoir de la chance. Florian, j'ai la chance d'avoir pu créer cette chaîne YouTube dans un univers où la plupart des journalistes ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils restent soit sur leurs médias, soit ils montent une petite chaîne où ils font de temps en temps des petits vlogs. Regarde autour de nous, dans notre univers, quels sont les journalistes qui sont dans la high-tech, qui ont créé une grosse chaîne YouTube. Quels sont-ils ? Est-ce qu'il y en a ? C'est un exercice compliqué quand même, parce que tu te dis, c'est compliqué de tout gérer. Et j'ai pris le risque, grâce à vous notamment, et grâce justement aux petits abonnés qui m'ont suivi. Sinon, je crois que je ne serais pas allé, quoi. Bien sûr. Parce que je me serais dit... L'une des choses qui fait que la plupart comme tu disais, des journalistes ne vont pas lancer leur chaîne YouTube, c'est qu'il y a un facteur important, c'est l'aisance devant la caméra aussi, il ne faut pas l'oublier. La plupart des gens écrivent des articles ou font des petites vidéos par-ci par-là, mais d'avoir une récurrence de vidéos, d'être à l'aise, de faire passer un message et d'entretenir, on va dire, une communauté, c'est pas forcément donné à tout le monde au départ. Toi, on a l'impression que c'est une évidence de passer devant la caméra. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou tu l'as travaillé au fur et à mesure des années ? Quand j'étais gamin, dès l'âge de 6 ans, il fallait me tenir parce que je faisais le show dans la classe. Je mettais tous mes petits camarades autour de moi, je leur racontais n'importe quoi. Et j'ai continué, j'ai pas fait de théâtre, c'est pas la peine, quand on me connaît, on se dit c'est pas la peine le mec. Mais j'ai toujours, non pas aimé me montrer, mais j'ai toujours aimé communiquer. C'est un truc de folie. C'est-à-dire que je me suis toujours dit,
tiens, t'as un truc à dire, bah allez, venez les gens, je vais voir si je peux vous donner quelque chose, si je peux communiquer avec vous et si je peux vous apporter un truc. Si je vois que par exemple certaines vidéos fonctionnent pas dans certaines thématiques, j'abandonne. Ça veut dire que ce que je vais essayer de communiquer fonctionne pas. Mais c'est vrai, depuis enfant, je n'ai pas cette appréhension. J'ai envie de communiquer. À mort. Après, l'appréhension de mettre une vidéo en ligne, c'est la peur de décevoir. Mais pour parler de mes confrères, il y a quand même des confrères télé qui sont des confrères journalistes qui sont sur des chaînes télé ou des trucs comme ça. Et même ces personnes-là que je connais n'ont pas eu envie particulièrement de faire une chaîne YouTube parce qu'ils estiment que c'est pas même façon de faire. Et que peut-être ils sont à l'aise en direct en plateau télé et qu'ils sont moins à l'aise quand c'est pour eux, dans leur écosystème, avec leurs abonnés. Je pense. Après, tu vois, Florian. Ouais. Après, il faut avoir Oui. quelque chose à raconter. Et toi, en l'occurrence, l'objectif de ta chaîne au départ, c'était je pense, de parler de tes coups de cœur high-tech, de parler de tes coups de cœur, on va dire, Blu-ray, vidéo, etc. Et de parler aussi de tes voyages. Tu as énormément de Oui. matière en termes de voyages parce que tu es souvent dans les avions pour aller à des événements à droite à gauche. C'était ça l'objectif de ta chaîne au départ, c'était de faire ce mélange de ta vie en fait de journaliste? Bah écoute Florian, tu me connais bien, mais le truc c'est que je me suis toujours dit, et je le dis clairement là maintenant, je trouve que la high-tech, la tech en général, ça peut être extrêmement chiant. Tu le sais, nous le savons tous, commencer à parler, ah oui, les bandes passantes, les machins, les trucs. Je me suis dit, alors quitte à ce qu'on fasse quelque chose qui parle de tech, vraiment, autant essayer de lui apporter une touche qui pourrait rendre la tech plus digeste. On l'avait fait avec Power, ensemble, où on passait comme ça d'un pays à l'autre pendant un reportage pour essayer de montrer aux gens que c'est pas uniquement quelqu'un derrière un fond vert qui va te raconter la life, parce que c'est pas mon truc. Je fais des vidéos sur fond vert quand, entre guillemets, le thème s'y prête ou que j'ai pas le temps de faire 3 vidéos par semaine, il faut qu'il y en ait une sur fond vert. Ça, c'est des solutions de secours. Mais dans mes solutions à moi, ça a toujours été justement d'être un reporter, un vagabond de la high-tech, le mec qui peut aller à droite et à gauche et qui va ramener en même temps son décor et en même temps ce qu'il a à communiquer. Je trouve que c'est une bonne façon, j'espère que c'est une bonne façon de dire aux gens, bah, vous voyez, on peut faire de la high-tech et vous faire voyager et vous montrer d'autres choses qui permettent de peut-être faire passer la pilule d'une vidéo de 15 minutes qui aurait pu être peut-être plus, je veux dire le mot, plus chiante s'il n'y avait pas eu ça en background. Okay. Voilà, c'est toujours la notion avec moi, Florian, c'est la notion d'essayer de distraire. Franchement, j'aime beaucoup distraire. J'essaye de donner quelque chose aux gens où je me suis bien amusé, j'ai appris des trucs, j'ai pu me distraire avec Pépé. Voilà, le truc va pas plus loin. Je suis pas le bon Dieu, je commets des erreurs comme tout le monde, mais si je peux distraire, moi je suis content. Bon, super. Voilà. Avant de passer à la question suivante, je précise à tous ceux qui nous écoutent que je mets le lien de la chaîne YouTube de Pépé dans la description du podcast. Ça s'appelle Pépé World, vous pouvez aller voir ça si vous ne la connaissez pas, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà regardé au moins une ou deux vidéos de Pépé. Pépé, je voulais parler d'une chose importante qui caractérise notamment ta chaîne YouTube, c'est le matériel que tu utilises pour faire toutes tes vidéos. Et c'est là où on rejoint la thématique du podcast qui est plutôt sur le minimalisme ou la productivité notamment et les nouvelles technologies. C'est que tu utilises, si je ne me trompe pas, toujours un smartphone pour faire tes vidéos. Alors voilà, oui Florian, parce que faut quand même que j'explique un truc qui va paraître complètement dichotomique par rapport à ma vie. Il est un fait que j'ai appris les techniques cinéma et autres, mais il est un fait également que je n'ai pas, dans ma carrière, beaucoup manipulé de grosses caméras. C'est-à-dire que j'en ai eu et j'ai pas eu envie de me lancer là-dessus sur la chaîne YouTube. Je laisse ça à des professionnels comme toi, justement, puisque tu as été mon cadreur, des gens qui maîtrisent parfaitement le truc. Je me suis dit, de toute façon, n'importe comment, ma vie de vagabond de la high-tech, c'est quoi? C'est de me balader, d'aller dans le monde entier. Je me voyais mal monter dans les avions pour faire des reportages à Shenzhen ou bien à Tokyo avec tout le barda. Je me suis dit, bon, écoute, ta solution, puisque maintenant des smartphones sont capables d'avoir une image qui est correcte, c'est de partir avec de bons smartphones dans des reportages, d'essayer d'en tirer le meilleur, et comme ça tu voyages léger et tu peux être un vrai itinérant. Je partais avec une GoPro également, je partais avec des choses comme ça, le côté matériel léger, et j'ai un micro casque fétiche que j'ai acheté en plusieurs exemplaires en plus, qui permet en plus d'avoir un son qui est extrêmement proche, même si autour de moi il y a 800 personnes qui parlent. Avec ce micro casque qui me caractérise, je peux aller n'importe où comme un véritable itinérant et avoir un son correct sur ma voix. Donc j'en ai pris la position qui a fait hurler
certains de mes confrères en disant tu ne peux pas être crédible en tournant avec un smartphone, c'est quoi ce travail de merde, en plus tu es un journaliste high-tech, comment tu peux faire ça, il te faut vraiment du vrai matériel en 4K et autres pour tourner. Je leur ai dit non, 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 moi j'ai une autre position, j'ai une position de prendre les gens par la main dans mon univers, de les amener avec moi dans mon reportage, de les amener avec moi dans la rue et de le faire à ma façon. Donc c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est ma façon et je continue. La vidéo que j'ai mise en ligne mercredi, elle s'est faite dans Paris, c'est le casque Microsoft et j'ai mon micro-casque et je me balade, je fais des montages et c'est ma façon de faire. J'estime qu'elle est proche des gens, c'est tout. C'est ma façon de faire. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis en paix avec ça, Florian. Vraiment. Okay. C'est surtout que le plus important, c'est plus le message que tu vas transmettre à travers ta vidéo et peu importe la forme, que ce soit avec une énorme caméra filmée en 4K ou avec un smartphone, ce que tu vas raconter, ce qui va être le plus intéressant pour ton audience. Donc ça, je comprends tout à fait ta décision et ton parti pris de filmer avec un smartphone qui est vraiment hyper pratique pour aller dans tous les endroits, même tu peux filmer dans les avions, où tu veux. Donc ça, c'est un très bon parti pris. Est-ce que tu as toujours le même modèle de smartphone pour filmer ou est-ce que tu en as plusieurs? Comment tu t'organises? Parce que c'est vrai que j'ai vu à plusieurs reprises que tu avais des smartphones Samsung, mais est-ce que tu utilises toujours cette marque-là ou est-ce que tu en as d'autres? Alors d'abord, je reviens sur un truc. Quand tu disais tu comprends mon parti pris, il y a des gens qui n'ont pas compris le parti pris de dire comment est-ce qu'un journaliste high-tech qui a fait du mastering vidéo et mastering audio peut se contenter de ça. Moi, la réponse, c'est ce que tu as dit toi-même, c'est que dans mon écosystème, j'estime que les smartphones justement utilisés maintenant sont loin d'avoir une image dégueulasse et certains sont très trompeurs parce qu'il y a des choses que j'ai pu filmer récemment où les mecs m'ont dit non mais tu avais pas ce produit-là dans la main, tu avais autre chose. Non Coco. Alors j'ai commencé notamment à beaucoup filmer avec le Samsung S7 et le S8. Il faut savoir que ces produits étaient pratiques pour filmer, Florian, parce qu'ils permettent la double lucarne. Tu sais, quand tu as une double captation, le S7 et le S8 permettent de faire certains plans où tu filmes quelque chose et tu le commentes en même temps dans la lucarne sur le côté, qu'un truc que je peux faire qu'avec cela. Donc, je les prends dans cette utilisation. Par contre, j'ai évolué sur les smartphones, évidemment. J'utilise beaucoup le 11 Pro Max maintenant depuis presque un an et c'est justement celui-ci qui peut créer quelquefois des troubles. J'ai tourné quelques vidéos en 11 Pro Max en 4K. Les mecs m'ont dit non mais c'est une caméra pro. Non, c'est le 11 Pro Max. Le S10 Plus, j'ai le S20 Ultra qui peut être très trompeur aussi concernant la captation. Là je viens de recevoir le Xperia 1 Mark II qui filme en 4K format cinémascope en plus HDR, donc c'est un produit étonnant réalisé par l'équipe Alpha de Sony appareil photo numérique. Donc si tu veux, depuis 5 ans, date de création de la chaîne, les smartphones ont fait des tels progrès que je n'ai plus aucun ombrage à les utiliser, à ne même pas corriger l'image parce que je sais que quelqu'un comme toi, extrêmement professionnel, va corriger la colorimétrie, les trucs comme ça. Je sais le faire, mais je n'ai même pas envie de le faire. Il y a des quelques fois, ils sont tellement précis que je me dis, je ne veux pas perdre du temps sur l'étalonnage. Et c'est tel que je filme, tel que la vidéo est montée. Et je me dis que c'est comme ça, c'est une façon d'être proche des gens. Les gens pourraient la faire, cette vidéo. C'est pas la peine d'être un grand. Je suis pas un pro du montage. J'ai un petit logiciel qui est sympa, qui s'appelle Filmora. Et je suis heureux comme ça. Je me pose pas toutes ces questions. J'estime pouvoir délivrer un résultat que je trouve acceptable et les gens me disent pas que c'est de la merde. Il y en a qui me disent que je pourrais aller plus loin, mais je leur dis écoutez, moi je suis un petit gars qui fait tout seul et je le fais à ma façon. Voilà, c'est tout, c'est ma réponse. Mais en effet, les smartphones ont fait des progrès de folie, quoi. En même temps, je vois ça moi aussi comme un avantage, le fait que tu utilises des smartphones, parce que ça va te permettre de les tester et de conseiller les gens, parce que tu testes aussi des smartphones dans le cadre de ton travail. Et ça te permet de dire, ben voilà, en vidéo et en audio notamment, c'est vraiment en plus ta spécialité, je vous conseille ce smartphone parce que ça et ça. Et toi, tu l'utilises, donc c'est vraiment, tu l'utilises dans un cas concret et c'est hyper intéressant. Je trouve ça plus logique, limite, que tu utilises ce genre d'appareil pour filmer tes vidéos plutôt qu'une grosse caméra qui va toucher beaucoup moins de monde au final. Mais il y a des gens, tu sais, il y a des youtubeurs qui préfèrent avoir une image ultra léchée. Et c'est vrai c'est vrai que j'ai jamais été fort, par exemple, sur les gros plans de matos. Je vois des gros plans. Tu sais, toi, tu les faisais aussi, ces gros plans, avec un travelling et tout. Je trouve ça super beau. Mais moi, je suis incapable de faire ça. Je veux dire, c'est pas dans mon concept, c'est beau. Mais moi, j'ai une autre option. Et en effet, il y a des vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube où je teste, par exemple, le S10 Plus de Samsung. La vidéo, c'est le test du S10 Plus filmé
avec le S10+. Donc les gens ont directement l'image 4K de ce qu'ils pourraient avoir. Moi, mon idée, c'est de me rapprocher des gens au maximum. Okay. Les gens savent que je filme avec le S10+, en général, le S20 Ultra, où faut savoir également, comme tu le sais peut-être, il y a certains systèmes audio, par exemple la captation en audio 3D que je peux faire sur certaines vidéos. Donc l'audio 3D avec le Sennheiser Ambeau headset n'est compatible correctement qu'avec iOS. Donc certains trucs sont filmés avec iOS parce que certains systèmes audio fonctionnent mieux sur iOS, notamment Sennheiser Ambeau headset 3D binaural, que sur Android. Il y a des trucs comme ça, des priorités par rapport quand même à une qualité finale entre iOS et Android sur certaines applications. Il y a des fois c'est le contraire, meilleur sur Android et moins bon sur iOS. Donc je choisis par rapport à ce que je veux faire. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu utilises une application spécifique pour filmer ou tu utilises les applis natives des smartphones ? Appli native des smartphones, je ne veux pas rajouter une application tierce. C'est-à-dire que j'utilise pas, par exemple, j'ai beau avoir certains systèmes DJI ou un truc comme ça, hop, DJI, le smartphone n'est pas connecté, je veux que ça soit neutre. J'utilise Scal Smartphone en neutre et après je fais l'acquisition pour le montage avec Filmora. Tu vois, je suis quelqu'un d'atypique. Je fonctionne comme ça et mon avantage, c'est qu'en effet, si je veux une double lucarne ou un truc comme ça, je change de smartphone. Tiens, cette séquence-là, je vais prendre un S8 ou un S7. Tiens, cette séquence-là, c'est la nuit. La nuit, la nuit, je vais prendre le S10+, parce que la nuit, il est vachement bon. Tiens, c'est en plein jour, plein soleil. Tiens, je vais prendre l'iPhone 11 Pro Max parce qu'en plein jour, il a une belle def et autres. Tu vois, tu peux changer dans mes smartphones favoris par rapport à ce que je suis en train de filmer, l'endroit où je suis en train de filmer, c'est-à-dire jour, nuit, chaud, pas chaud, super. Tu vois, un moment où je filme dans le désert, comme j'ai pu le faire pour Power, c'était un smartphone particulier que j'avais pris, je sais plus lequel à ce moment-là, qui cramait pas les blancs, par exemple. Il y en a qui crament les blancs. Donc je fais attention, je les connais bien et en général, je finis toujours avec si c'est compliqué, le S10+, le S20 Ultra ou bien l'iPhone 11 Pro Max. Vraiment, avec ces trois-là. Donc on voit que ton expertise vidéo, au final, te sert énormément pour sélectionner le bon produit, quoi. Oui, parfaitement. Okay. Oui, Florian. C'est ce qui m'a permis, en les testant tous, je sais quelles sont les qualités et défauts du Huawei P30 Pro. J'utilise moyennement, justement, en nuit parce que je trouve qu'il a, voilà. Je les connais. Donc, je choisis ceux qui peuvent m'aider à proposer des vidéos aux gens. Okay. Et comme ça, les gens se rendent compte tout de suite. Ah putain, Pépé, il a filmé avec. Au moins, il n'y a pas de blur, quoi. Je veux dire, directement, on voit ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu as des accessoires autour de ça ? Tu as parlé de ton micro tout à l'heure, mais est-ce que tu utilises par exemple des stabilisateurs pour tes vidéos ? Oui. J'en utilise deux que j'aime bien. Il y a DJI, l'Osmo, le 3, l'Osmo Mobile 3, que je trouve très très bon. J'en ai pris deux quand il y en a qui tombent en panne ou qui est un peu chaud dans certains pays. Et j'avais un Lampart avant qui m'a lâché un petit peu, donc j'en ai acheté 3. Il commençait un peu à fatiguer. À un moment donné, je trouvais que les Lampart avaient du mal à vivre dans les pays chauds, c'est-à-dire humidité, grosse humidité. Ils avaient du mal à tenir à la chaleur. Ils avaient du mal. Ils déconnaient un petit peu les Lampart. Je fais quand même des pays à 94% d'humidité, quelquefois à Hong Kong ou autre, et les stabilisateurs chauffent parce que le smartphone chauffe aussi. Donc ils chauffent les moteurs derrière et les DJI tiennent bien globalement. Okay. Ils arrivent à tenir. Et est-ce que tu montes tes vidéos aussi sur smartphone ? Jamais. Pour moi, si on m'oblige à le faire, Florian, je vais le faire. Okay. C'est-à-dire qu'on m'oblige, j'ai tout le bazar avec l'iPhone 11 Pro Max, je peux très bien monter, mais j'ai besoin d'un écran plus grand, j'ai besoin de mon petit confort à la con, d'avoir Filmora sur un écran comme ça, PC, ou un écran monitor en 13 pouces ou en 22 machin de pouces. J'ai besoin de mon petit confort pour être sûr de mon résultat. Sur le smartphone, j'aurais du mal à me rendre compte. Mais ça peut être un montage d'urgence, je le ferai. S'il faut le faire, je le ferai. Tu as appris à monter pour ta chaîne YouTube aussi, c'est ça ? Tu m'as aidé, oui. La réponse est oui. Okay. La réponse, je faisais des montages à la con au cut avant et encore. Je t'ai vu travailler. Tu m'as donné quelques idées aussi, et j'ai appris au fur et à mesure à monter par rapport aux réactions de ma petite communauté, qui était tout à fait tolérante. Ils savaient que je débutais dans le montage. Ils étaient gentils comme tout. Ils disaient, ah Pépé, il faudrait que tu fasses ci et tant, mais jamais d'insultes. Il y avait pas putain, oh Pépé, t'es un fion, t'y arrives pas. Oh Pépé, non. Tu vois, ça serait bien si tu cutais mieux et tout à cet endroit-là. Fais quelques fondus, tu vas voir. Et tout, et les gens m'ont vachement aidé et j'ai trouvé ça super adorable et je me suis dit bon, ils ont bien compris mon état d'esprit, c'est-à-dire le mec est sur le terrain qui veut d'abord ramener l'information et le décor et qui après va faire un montage au mieux, tu vois, et pas penser montage quand je tourne. Okay. Tu vois, le truc c'est je veux l'expérience, je veux filmer un produit, je veux filmer un banc d'essai, je veux filmer telle usine, je veux filmer tel reportage et après j'arrange les trucs, je veux d'abord ramener l'expérience. Voilà, filmer et ramener le truc en premier, priorité. Pépé, à quoi ressemblera ta chaîne dans 10 ans ? Est-ce que je serai toujours là ? J'en sais rien. Mais non, mais il y a des moments, tu sais, il peut se passer n'importe quoi. Je cours pas après les scores. Tu me connais. Tu sais très bien que c'est pour ça que la chaîne n'est pas sponsorisée. Il n'y a rien du tout. Elle monte, en effet. Si j'avais fait sponsoriser cette chaîne, si je faisais plein de vidéos de smartphone, elle serait peut-être à 400 ou 500 000. Je ne sais pas du tout. Mais moi, j'y vais à mon rythme. Oui, c'est old school. J'y vais à mon rythme avec mes petits loulous, mes petits abonnés.
et je me donne pas de. Je sais, il y avait des potes qui avaient fait pour moi des prévisions de progression de la chaîne. Tu sais, t'as des algorithmes qui te permettent de dire, oui, alors dans un an, ta chaîne sera là, par rapport à ce qui se passe maintenant. Bah, rien n'est valable pour moi, puisqu'en effet, il n'y a pas de vidéo de jeu concours, il n'y a pas de sponsoring, donc je suis largement en dessous de ce qui était prévu, parce que les vidéos, elles sont comme ça, et elles sont lâchées pour que les gens les regardent à ma façon, mais même cette progression qui est de 3-4 000 personnes par mois, eh ben, elle me remplit le cœur de joie, quoi. C'est un cadeau. Je me dis, putain, t'es tout seul avec ton petit smartphone, comme tu le disais si bien, avec ton petit micro-casque, t'es là en train de te balader, tu fais tes trucs, et t'as des gens qui viennent te voir plus nombreux. Moi, je dis que c'est un cadeau, quoi. J'ai pas besoin d'avoir entre guillemets 10, 15, 20 000 personnes par mois, ça va pas m'apporter plus de cadeaux. Déjà, les 3-4 000 qui viennent vraiment pour voir cette chaîne et non pas pour gagner un smartphone ou autre, déjà ça, c'est mon bonheur. C'est-à-dire que je sais qu'ils viennent vraiment pour voir le produit. Pas pour moi, ils viennent vraiment parce qu'ils ont ce produit qui leur plaît. Et il n'est pas à gagner. Je pense aussi que ta communauté vient aussi pour ta personnalité. Même s'ils viennent pour voir certains produits, ouais, voilà, comme tu disais, ils viennent pour se marrer peut-être, mais aussi parce qu'ils apprécient ta façon de transmettre les informations. Donc c'est ça aussi qui fait que tu as une communauté engagée et qui interagit énormément avec toi, quoi. Ouais, mais c'était le but, puisque je voulais vraiment, comme je l'ai dit, j'étais un enfant communicatif et je suis un adulte communicatif, on ne va pas changer, j'aime communiquer. Et en effet, je pense qu'il y a des gens qui viennent en disant, bah, tiens, il nous parle vraiment, ce mec. C'est-à-dire qu'il est là, je regarde les gens droit dans les yeux dans la caméra et je leur dis, comme Sonos ce matin, bah, il y a ça qui marche pas. Il y a ci, je suis pas content. Je m'exprime, en effet, quand je suis avec toi en liaison tout de suite par Skype, c'est exactement le même ton que j'aurais si j'étais en train de te parler autour d'un verre, tu me connais. C'est exactement les mêmes propos, la même façon de faire, la même intonation. J'ai pas de filtre. Donc, quand je fais une vidéo, je suis vraiment avec les gens, comme s'ils étaient à table avec moi un soir, que c'était des potes, et je leur raconte la barre de son Sonos, ce casque. Enfin, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je sais, les plus et les moins. Je suis vraiment, quand la caméra s'allume, je mets pas de barrière. Je suis directement avec les gens. Je mets pas de ah bah non, je suis le journaliste et eux c'est le public. Ah bah non, pas du tout. Ah, mais pas du tout, même pas en rêve. Ils pourraient être devant moi, comme j'étais avec des potes à l'école, et je leur raconte la vie. Il n'y a pas cette barrière dans ma tête. Elle n'existe pas. Bon, en sachant tout ça, je voulais te poser une dernière question. Quel est ton niveau de bonheur ou de satisfaction par rapport à ton métier si tu devais placer ça sur une échelle de 1 à 10 ? Bah, je suis à 10. Je suis à 10. Parce que je suis à 10, pourquoi, Florian ? Parce que quand j'ai commencé ce métier, quand j'avais 20 ans, je n'aurais jamais pensé de ma vie, mais jamais pensé de ma vie que j'allais avoir la chance d'être d'abord journaliste presse-papier et qu'on m'apprenne mon métier. Je pensais jamais avoir la chance de pouvoir commencer à voyager extrêmement jeune, à faire des reportages. Dès l'âge de 21 ans, j'étais au Japon en train de faire des reportages pour les magazines papier. Je pensais jamais avoir la chance de voyager autant dans ma vie, de voir autant de pays avec autant de confort, entre guillemets, de pouvoir après partir de mon côté tout seul, après un reportage, partir 2 semaines au fin fond de la Chine ou un truc comme ça. Je pensais jamais que ça allait arriver. Je pensais jamais que j'allais un jour passer 3 ans à Énergie. Et le truc dont je suis un des plus fiers, que 01net ne le prenne pas mal, que BFM ne le prenne pas mal. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être en plateau à Canal+. Tu le sais, tu étais là au moment où j'ai été engagé à Canal. Tu le sais très très bien, tu es même venu me voir en plateau à Canal une fois. Moi, c'était mon rêve d'enfant. Et quand, après avoir fait un essai à Canal+, pendant une émission en direct, on est venu me voir en me disant, bon, Pépé, ce que tu as fait tout à l'heure en plateau, ça nous a plu. Je dis, bah, c'est bien, c'est cool. Eh bien, tu vas venir toutes les semaines. Je pense, Florian et les gens qui nous écoutent, je crois que ça a été le plus beau cadeau de toute ma carrière. C'était une consécration pour moi d'enfant de dire, ah, je vais pouvoir être en plateau à Canal avec Ali Badou, avec Ariel Wiesman, avec toute cette bande. Et je me suis dit, putain, t'as une chance de fou. Je me suis pas dit, tu le mérites. Je me suis dit, putain, t'as quand même une chance de folie. Et donc, quand tu me dis quel est ton degré de satisfaction, je te mets 10 parce que j'ai pu faire des tas de médias différents. J'ai pu faire un des médias dont je rêvais quand j'étais enfant. Et j'ai une chaîne YouTube dont le succès, dans tous les cas, me plaît. Je veux dire, ça me plaît d'avoir tous ces loulous qui sont là, qui me parlent, qui me disent ouais, c'est bien, c'est pas bien, mais qui le disent avec courtoisie. Ça me plaît cette communauté. Et donc, cette chaîne YouTube m'a apporté la communauté. Les médias m'ont apporté une notoriété en plus. Donc, l'un dans l'autre, tout lié. Ben, je suis un mec super heureux. Puis maintenant, en plus, expérience avec le stream.fr, avec donc
ce que je peux faire en live avec Twitch, avec eux, donc l'expérience chez Webedia, où je suis un externe de Webedia, où j'ai donc accès à ces plateaux pour travailler et autres avec eux, c'est aussi un cadeau, ça. C'est aussi un cadeau, tout en restant parfaitement indépendant. Voilà, c'est un cadeau. Super, voilà. Écoute, je suis un homme heureux, hein, ça se voit. Hein. Ça s'entend. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller au moins voir ta chaîne et te suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quels réseaux sociaux tu es le plus actif et tu interagis? Alors, Twitter, donc Pepe Garcia 75, Instagram, même adresse, ça c'est 2 réseaux où je suis très très actif, et bien sûr la chaîne YouTube Pepe World. Alors les réponses en effet c'est la dictée vocale, hein, donc c'est une réponse. Il y a des fautes parfois. Il n'y a pas que des fautes, il y a le ton aussi, la dictée vocale, elle fait pas dans la... Il y a des mecs qui me disent ouais tu me parles mal. Ah, je dis ouais mais le problème c'est que c'est pas moi qui t'ai parlé, c'est la dictée vocale qui a mis les mots les uns à côté des autres. Donc maintenant les petits loulous ils savent, parce que j'ai laissé des tas de messages en disant sur Twitter, bah, si vous voulez que je vous réponde, de toute façon la solution c'est la dictée vocale, alors vous fiez pas aux fautes d'orthographe, parce que tu sais les mecs disent que tu me fautes d'orthographe, ouais t'es un journaliste, espèce de connard, tu fais des fautes d'orthographe. Je dis oui, la dictée vocale en fait beaucoup, et vous fiez pas au ton, parce qu'il n'y a pas trop les virgules quelquefois, la phrase est sèche, mais au moins je réponds aux gens. C'est-à-dire que j'essaye de faire un maximum pour répondre, parce que c'est une sorte de service après-vente. Les mecs, ils ont regardé la vidéo, ils me disent « Ouais, Pépé, tu penses ci, tu penses ça ?» Je réponds, et si j'ai pas le temps de répondre, c'est vers le Discord, qui est fabuleux, ce Discord que j'ai donc créé avec Discord de France il y a 1 an, et qui a maintenant 6000 abonnés sur ce Discord, et les gens parlent sur le Discord. Il y a des modérateurs qui sont fabuleux, des VIP qui sont fabuleux, et qui gèrent tout ça, et je passe 4 fois par jour sur le Discord faire des coucous. Super. Voilà. Et voilà, j'ai de la chance, Florian, et tu sais très bien, les gens l'entendent depuis le début, on s'est connus, on a travaillé ensemble, on a super bien travaillé ensemble. Je pense que toi aussi, je ne trahirai pas tes mots en disant qu'il y a une fierté sur Power. On a créé un truc qui était quand même vachement bien. Ouais, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas vu Power, on pouvait toujours aller regarder ça, c'est sur YouTube, hein, évidemment. On a commencé, donc Florian et moi, à travailler, grâce à François Sorel et Jérôme Colombin, qui ont créé l'émission. On a travaillé sur le projet de Power, qui était quand même, les premières émissions, c'était quand même olé olé. Hein. Je parlais comme un gros taré, Florian était très très patient, j'étais en train de faire mes armes dans un truc que je connaissais pas. Je crois qu'il y avait quand même 1 année de mise en jambe, hein, facile, avant que je sois à peu près acceptable. Mais ça fait partie de la vie, on n'est rien si on ne progresse pas et si on ne donne pas le temps de progresser. Moi, je me suis pris le temps, je m'en fous, j'ai pas de compte à rebours. Je me dis, fais comme tu peux, tu progresseras comme tu peux, tu avances comme tu peux, allez fonce mon gars. Voilà. Merci infiniment Pépé pour ton temps et toutes tes réponses dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt et bonjour à toute ta communauté qui a regardé avec beaucoup de patience, d'attention et d'amour tout ce petit verbiage. Merci à toi, merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. Je laisse évidemment tous les liens pour retrouver Pepe Garcia sur les réseaux sociaux dans la description de ce podcast. N'hésitez pas également à me laisser une note et un avis sur Apple Podcast, ça m'aide à être référencé. Et vous pouvez également partager où vous voulez ce podcast pour le faire connaître au plus de monde possible. Voilà, d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.